Choisir à travers les yeux d'autrui. Il nous est loisible dans la société occidentale de choisir notre identité, notre orientation sexuelle et notre religion. Nous pouvons choisir ou non d'avoir des enfants. Libre à nous de remodeler notre corps et même de changer de sexe. Mais une fois que nous sommes livrés à toutes ces éventualités, que reste-t-il pour guider nos choix? Qui devenons-nous quand tout ce qui nous concerne est optionnel? Lors d'un débat avec des étudiants en 3e cycle de droit sur le choix de l'identité, un étudiant affirmait avec véhémence que l'époque postmoderne lui laissait toute latitude pour jouer avec des identités multiples et liait même son observance des règles de vie communes aux différents choix qu'il faisait chaque jour par rapport à son identité. La façon dont il obéissait aux interdits sociaux était, par exemple, fonction de l'identité qu'il assumait temporairement. Le matin, en se rendant au cabinet d'avocat où il travaillait, il obéissait aux panneaux plantés au coin du jardin public où il était écrit « pelouse interdite ». Dans l'après-midi, quand il était en jean et dégagé de ses obligations professionnelles, il était moins enclin à obéir. Et le soir, pendant son temps de repos, il se sentait libre de prendre différentes identités sur les sites internet. Il participait à un forum musulman où il prétendait être musulman. Il fréquentait parfois des sites web homosexuels en se disant homosexuel. De temps en temps, il se présentait comme une femme ou comme un étranger. La même fluidité et de rigueur en termes d'identité nationale. Lorsque j'ai fait la connaissance d'Anu, une jeune anthropologue étudiant en Grande-Bretagne, je savais qu'elle était née en Inde, mais j'avais également entendu dire que sa famille était d'origine française. Ses parents étaient nettement de type indien, sa mère était de grande taille, la peau sombre avec de longs cheveux noirs et elle portait un sari. Sur son front, il y avait le tilak, ce point rouge qui désigne une femme hindoue mariée. Son père avait les cheveux sombres et pouvait lui aussi passer facilement pour un Indien. Tous les deux parlaient anglais avec un accent hindi. Comme ils venaient juste d'arriver de Calcutta où ils vivaient, j'en ai conclu qu'ils devaient être tous les deux indiens et qu'ils avaient peut-être passé quelque temps en France à une période antérieure de leur vie. Ce fut pour moi une grande surprise que d'apprendre d'Anu qu'ils étaient indiens par choix. Nés et éduqués en France, ils avaient décidé dans les années 1970 qu'ils en avaient assez de la vie occidentale et étaient partis s'installer en Inde. Là, ils avaient adopté la culture et le mode de vie indien au point de porter le costume traditionnel, de parler hindi et d'élever leurs enfants comme le faisaient les familles indiennes. S'ils avaient échappé au capitalisme occidental, ils l'avaient également emporté avec eux en répondant à son idéologie du choix. Leur assimilation dans la société indienne était, contrairement à ce qu'elle est pour la plupart des immigrés, indépendante de toute considération de nécessité économique. C'était simplement une affaire de choix, d'un style de vie qui les attirait. Si, à s'en tenir aux apparences, le choix de l'identité d'un individu peut paraître un acte de création de soi totalement autonome, il repose généralement sur bien d'autres facteurs. Il y a plusieurs années, en 2004, la gagnante d'un jeu de la télévision britannique Big Brother, Nadia Almada, prit de son propre chef le parti de révéler qu'elle était transsexuelle. Quand elle apprit qu'elle avait gagné, sa réponse fut « Maintenant, je suis reconnue comme une femme ». Ce que les téléspectateurs britanniques trouvèrent particulièrement séduisant chez elle, c'est qu'elle avait réalisé son rêve de faire de sa personne quelque chose de complètement différent. Avec sa transformation physique, elle incarnait l'idée même de création de soi. Pourtant, sa participation à cette compétition télévisuelle et sa déclaration à obtenir une reconnaissance publique en tant que femme démontraient aussi à quel point nous avons besoin des autres pour conforter nos choix librement faits pour définir qui nous sommes. Le choix et les autres. Le psychanalyste anglais Darian Leader observe dans son livre « À quoi penses-tu ? Les incertitudes de l'amour » que quand les femmes vont faire les boutiques, elles veulent pour la plupart acheter un vêtement qu'aucune autre femme n'aura, alors que les hommes en général essaient d'acheter les mêmes articles que Monsieur Tout-le-Monde. La même injonction contradictoire est adressée de nos jours pareillement aux deux sexes dans le monde développé. On dit aux hommes et aux femmes qu'ils doivent faire de leur personne quelque chose d'unique, mais en même temps, on leur donne des prescriptions détaillées sur ce que doit être cet individu unique, quelle carrière il ou elle doit faire et surtout à quelle célébrité il ou elle doit ressembler. L'émission de télévision « Je veux le visage de quelqu'un de célèbre » suit des gens volontaires pour subir une opération de chirurgie esthétique qui leur donnera les traits de leur vedette favorite. Dans une formule moins spectaculaire, Relooking Extreme présente la chirurgie esthétique comme le chemin ultime vers une vie meilleure et suit les candidats à chaque étape de leur formidable transformation d'eux-mêmes. Après leur relooking, ils ressemblent souvent à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement qu'ils veulent être différents, ils veulent que les autres
un autre regard. Dans un épisode, par exemple, une certaine Mélissa décide qu'elle veut changer pour la prochaine réunion d'anciens élèves de l'université. Elle, qui était moquée à l'école en raison de son apparence, veut maintenant prendre sa revanche et les épater. Pour elle, un nouveau corps est donc devenu la solution au traumatisme et à la rancœur d'avoir été une adolescente mal aimée. Les psychanalystes entendent tous les jours le même genre de demande, de changements rapides, spectaculaires de la part de gens qui veulent se réinventer. En psychanalyse, bien sûr, le travail ne consiste pas à satisfaire ses souhaits, mais à aider le patient à comprendre ce qui se joue derrière son désir. La chirurgie esthétique, cependant, a entrepris de répondre à l'appel. Elle est devenue la science toute puissante, promettant un changement instantané et généralisé. Exactement comme une personne ayant le sentiment que le corps qu'elle habite est trop en décalage pour lui permettre d'exprimer son identité et constamment à la recherche de transformations corporelles, elle peut éprouver une profonde insatisfaction par rapport à d'autres identités qu'elle revêt dans la vie. Le problème global posé par cette fabrication de l'identité est qu'au-delà de la consolation temporaire qu'une personne pourra éventuellement trouver à se définir, par exemple comme une enseignante, mère, épouse ou musicienne, aucune de ces identités ne dit tout de ce qu'il y a à dire sur ce qu'elle est en réalité. Quelle que soit la peine qu'un individu se donne pour devenir lui-même, il est condamné à échouer, parce qu'il y a toujours quelque chose à l'intérieur de lui-même qui ne peut être facilement défini par une identité extérieure. L'ego, la perception de soi par chacun, est une structure très chancelante, facilement ébranlée par des pulsions et des désirs inconscients. Il est possible de réprimer ces pulsions pendant un certain temps et de se vivre comme un sujet capable, rationnel, mais elles finiront toujours par se révéler sous la forme de comportements singuliers, de lapsus, voire de pathologie. Et l'affirmation qu'il est possible de se forger une identité en copiant celle de quelqu'un d'autre a été à l'origine de problèmes spécifiques de la société actuelle. Le culte de la célébrité. Le message selon lequel tout un chacun pourrait mener une vie de paillettes et de gloire, à condition de choisir et de le demander, a conduit beaucoup de gens à abandonner des éléments essentiels de leur vie à la poursuite d'un fantasme hors de leur portée. Après le succès époustouflant des joueuses de tennis russes Anna Kournikova et Maria Sharapova, par exemple, on a vu fleurir des cours de tennis jusqu'au fin fond de la Russie. Des parents sans le sou se sont accrochés au rêve que leur petite fille pourrait devenir une championne, une star et un modèle. Ils furent nombreux à consentir d'énormes sacrifices en termes de temps et d'argent, parfois au point de vendre tout ce qu'ils possédaient pour payer l'entraînement intensif de leurs enfants. Et pourtant, les probabilités que l'on a de devenir une star du tennis, quelle que soit l'énergie et l'obstination que l'on met à s'entraîner, sont infimes. La recherche américaine estime qu'aux États-Unis, seul un enfant sur 10 000 décroche une bourse d'études sportives et que seuls 6 sur 10 000 ont la chance de devenir des athlètes professionnels. Même s'il en avait dit à ses parents russes que leur fille avait fort peu de perspectives de devenir une nouvelle Sharapova, la plupart ne se seraient pas laissés convaincre de renoncer. Lors de sa première victoire de l'US Open en 1999, Serena Williams déclara « C'était le rêve de mon père et maintenant c'est le mien ». On apprend souvent après qu'un jeune joueur de tennis a atteint le sommet du classement que ce sont ses parents qui ont rêvé qu'il devienne une star, pas lui. Le battage médiatique de l'industrie du sport et du divertissement introduit constamment dans les foyers l'idée que tout le monde devrait essayer de devenir une vedette pour s'élever au-dessus de ses contraintes sociales. Mais dans bien des cas, le rêve est doublement soustrait à l'empire du choix individuel. D'abord, on l'a vu, il n'a pas sa source dans l'esprit du joueur, mais dans celui de ses parents. En second lieu, l'ambition est conditionnée par des modèles de réussite, celle de Maria Sharapova, par exemple, dans le cas des jeunes joueuses russes. Difficile pour nous d'accepter que ce que nous prenons pour un choix purement individuel dépend si souvent de la vision et de l'influence d'autrui. Nous voulons croire que nous avons totalement le contrôle et jouissons d'une pleine autonomie, et pourtant nous sommes tourmentés par l'idée que nous n'en savons pas assez ou que nous ne disposons pas de suffisamment d'éléments pour faire un choix informé. Enfin, quand elle vient d'une autorité, nous mettons en doute la qualité de l'information qui nous est adressée. Dans son livre « Les drogués de la célébrité, les vérités qui se cachent derrière l'addiction favorite des Américains », Jack Halpern s'intéresse à la manière dont les assistants personnels des stars développent une identité sur laquelle s'exerce fortement et souvent de manière inquiétante l'influence de leur patron. Dans les premiers temps, ils vivent complètement à travers la vie de leurs célèbres employeurs et se mettent à perdre progressivement leur propre identité.
La première crise survient quand l'assistant personnel doit envisager de passer quelque temps loin de son patron. Un sentiment de perte survient avec l'horreur de n'être personne. Tôt ou tard, il se rend compte qu'en fait, son nom est totalement inconnu. Quand il n'est pas au boulot, il doit se sevrer de la présence puissante de son patron. D'un côté, il ressent une perte de statut en tant qu'extension d'une célébrité, mais de l'autre, il mesure pour la première fois tous les pans de sa vie qu'il a sacrifiés du fait de son travail. Il a abandonné ses anciens amis, s'est aliéné les membres de sa famille et a perdu de vue ses autres possibilités d'avenir. Les exigences d'une personne célèbre à l'égard de son assistant rappellent celles qui pèsent sur un membre d'une secte. Comme Halpern le souligne, il en va pour les célébrités comme dans les sectes. Les factotums se sentent importants. Ils aident les grands à fonctionner et sont si près du pouvoir qu'ils peuvent presque le voir et le toucher. Cela est grisant. Mais le prix à payer est élevé. Les mouvements sectaires et le vendettariat sont des institutions rapaces. Halpern conclut donc. Nous portons des vêtements décorés de leur nom, nous achetons leurs produits, nous partons en vacances là où ils vont, nous parlons d'eux sans relâche, et le mieux que nous recevions en retour est une légère rumeur que nous sommes dans leur orbite ultra-périphérique. Il n'est pourtant jamais simple de s'identifier à des personnes que nous instituons comme des modèles, et ce processus peut refléter nos attitudes envers des représentants plus traditionnels de l'autorité, comme nos parents. Nous avons beau les aimer et les respecter, nous pouvons aussi trouver à les critiquer, surtout quand nous gagnons en âge. Il en va de même avec les célébrités que nous plaçons sur un piédestal avant de goûter au plaisir de les ramener à leur juste mesure et de démasquer en elles les gens ordinaires, à notre image. Le magazine populaire, US Weekly, s'emploie à présenter les célébrités comme des gens sympathiques, terre-à-terre, gentils. Une de leurs rubriques a pour titre « Stars, ils sont juste comme nous ». Le rédacteur en chef confie. Nos lecteurs ont l'impression que Jennifer Aniston est leur meilleure amie. Jen est devenue la meilleure amie de tout le monde dans la série télé Friends, puis elle a rompu avec Brad et cela a été le traumatisme de sa vie. Est-ce que cela a augmenté les ventes du magazine ? Absolument. En utilisant un diminutif pour le prénom de la star, Jen, le magazine crée l'impression qu'il n'y a pas de différence entre elle et nous et que les célébrités sont des gens normaux avec les mêmes problèmes que tout un chacun. Dans cette fausse intimité, à la conclusion que tout le monde peut devenir une vedette à condition de bénéficier de la couverture médiatique nécessaire, il n'y a qu'un pas. Devenir célèbre serait donc un choix accessible à chacun de nous. On peut donner une interprétation légèrement plus complexe au désir de s'identifier à des célébrités en introduisant le concept d'interpassivité mis au point par le philosophe autrichien Robert Faller. On parle d'interpassivité entre un individu et son représentant qui est chargé d'éprouver ou de vivre quelque chose à sa place. En Serbie, par exemple, les gens engagent des femmes pour pleurer à des obsèques à leur place. Les bouddhistes ont des moulins à prière qui prient pour eux. Et dans le même ordre d'idées, des gens enregistrent des films qu'ils ne regarderont jamais parce que le matériel d'enregistrement est dans un sens en train de regarder le film pour eux. S'agissant des célébrités, certains imitent de façon outrancière celles auxquelles ils s'identifient, alors que chez d'autres, la star endosse le rôle d'un mandataire pouvant faire des choses extravagantes. Les fans en sont ainsi dispensés, mais par personne interposée, peuvent jouir du frisson des excès et outrances de leurs idoles sans prendre aucun des risques que cela implique. S'identifier à une célébrité, c'est donc bien souvent ne pas la copier, mais plutôt prendre une sorte de distance avec elle. Une jeune fille peut très bien copier les tenues de Paris Hilton tout en rejetant son style de vie. Paris Hilton est un substitut qui mène une vie si extravagante, excitante et destructive que la jeune fille peut s'épargner de le faire. L'identification pourtant ne signifie pas simplement ressembler à quelqu'un d'autre. L'enjeu est aussi la formation d'un moi idéal. Car en nous attachant à un idéal, nous devons ensuite supporter le traumatisme d'échouer à être à la hauteur. Les chercheurs Laurie Neckboard et Jeffrey Sob ont suivi les programmes de régime de 272 femmes qui étaient en moyenne à 6 mois du jour de leur mariage. 70% d'entre elles essayaient de perdre plus de 9 kilos et 20% surveillaient de près leur poids pour être certaines de ne pas prendre un gramme. Les gens considèrent leur corps comme un projet, écrit le chercheur. Et une des grandes occasions où ils veulent que ce projet réussisse le mieux, c'est pour leur mariage.
Les fiancés suivis dans l'enquête sautaient des repas, se mettaient au régime liquide, jeûnaient, prenaient des laxatifs ou des pilules amaigrissantes et des suppléments diététiques sans prescription médicale. Même la perspective de devoir continuer à endurer les mêmes tourments ou de reprendre tous les kilos perdus après le grand jour n'entamait pas leur détermination à faire de leurs noces un moment de pure perfection. L'image d'un corps parfait sur la photographie de mariage devait rester pour elles l'ultime identification de leur moi idéal. Mon corps, ma responsabilité. La quête d'un corps idéal dans lequel l'individu pourrait être enfin soi-même a pour corollaire le risque de tomber sans fin de piège en piège, d'échec en échec, en partant une intensification du sentiment de culpabilité. La quête perpétuelle de l'amélioration de soi crée une spirale d'angoisse. Comme le remarque Stephen Covey, auteur de best-sellers d'autothérapie, dont Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, il ne suffit pas d'être marié ou d'avoir un emploi, il faut encore être mariable et employable. Travailler sur soi, sur son corps, sa carrière ou son identité est l'ultime commandement pour quelqu'un qui a bien l'intention de ne pas être exclu des réseaux sociaux et espère réussir sur le marché du mariage et du travail. Dans le contexte de ces nouveaux impératifs, c'est jusqu'à notre propre santé que nous percevons comme une marchandise commercialisable, ce qui a eu des répercussions certaines sur les pratiques médicales dans le monde développé. La médecine de nos jours vénère l'idée de choix et de maîtrise de soi. Le médecin n'est plus en posture d'autorité, conseillant aux patients la meilleure ligne de conduite, il se contente d'exposer aux malades les différentes options, charge à lui de décider ou de donner ou refuser son consentement éclairé. Cette situation implique souvent une décision difficile et complexe avec des conséquences à long terme, sans compter qu'en l'absence de la connaissance spécialisée et de la formation dont dispose le médecin, le concept de consentement éclairé peut devenir un simple moyen pour celui-ci de fuir ses responsabilités et les possibles poursuites judiciaires si les choses tournaient mal. D'ailleurs, sommes-nous vraiment en majorité désireux de choisir le traitement que nous recevrons en cas de grave maladie ? Alors que la liberté de choix peut sembler attirante en théorie, en pratique, on compte bien que quelqu'un, une autorité dotée de compétences et du savoir requis, choisira pour nous. Barry Schwartz rapporte que 65% des membres d'un groupe de gens en bonne santé à qui l'on avait demandé si, en cas de diagnostic de cancer, ils aimeraient choisir entre différents traitements, ont répondu oui. Parmi les gens effectivement atteints d'un cancer, seulement 12% voulaient faire ce choix. L'éthique DIY, do it yourself, fais-le toi-même, littéralement, étend maintenant son empire jusqu'à notre propre corps. Mais plus nous en prenons le contrôle, plus le moindre problème prend des proportions terrifiantes, que ce soit une maladie, une faiblesse, un traitement à l'hôpital. Les problèmes de santé deviennent le péché ultime de l'individu. De même que l'employé qui en vient à se sentir coupable d'avoir perdu son boulot parce qu'il n'a pas été capable d'en chercher un autre avant la fin de son contrat. Les gens malades se sentent coupables de n'avoir pas anticipé leur maladie. On parle même de gens qui gèrent bien leur stress. Et si nous n'arrivons pas à surmonter une maladie, nous nous sentons coupables de ne pas arriver à accéder aux espaces de l'auto-guérison. Ce n'est certes pas un hasard si l'idéologie de l'auto-guérison a pris son essor au moment précis où les dirigeants politiques de nombreux pays commençaient à ouvrir de plus en plus largement leurs portes à la privatisation des systèmes publics de santé. Le nombre de patients mécontents des traitements qu'ils recevaient dans les institutions médicales augmentait, en même temps que l'on se rendait compte que le nombre de personnes susceptibles de s'offrir des soins privés appropriés de plus en plus coûteux diminuait. Tout en promouvant l'idée que chacun a entre les mains la responsabilité de la santé ou même le pouvoir de se soigner, l'idéologie de l'auto-guérison encourage simultanément de nouveaux types d'initiatives. D'où la profusion de gourous de la santé, tendance New Age, qui font miroiter des voix pour entrer en contact avec ses pouvoirs thérapeutiques intérieurs. De fait, l'idée que l'on puisse se soigner soi-même conduit souvent à des fantasmes sur les forces surnaturelles ou seulement non scientifiques qui seraient à l'œuvre dans le corps et qu'il faudrait convoquer pour le soigner. À nos moments de plus grande faiblesse, nous sommes preneurs de toute explication et de tout moyen susceptible de nous aider. Il y a quelques années, un anthropologue anglais aux prises avec la hantise du cancer décida d'entreprendre dans un hôpital une petite étude où il sondait les patients sur leur perception de leur maladie. Il fut très surpris de voir combien des gens étaient prêts à embrasser toutes sortes de superstitions quand ils tombaient malades. Par exemple, un patient avec un haut niveau d'études croyait que s'il arrivait à déféquer, il pourrait se débarrasser seul de son cancer de l'intestin.
Un autre essayait de tuer les cellules cancéreuses en buvant sa propre urine. Et un autre encore espérait libérer son corps de sa tumeur en imaginant qu'elle n'existait pas. De tout temps, les hommes ont trouvé des réponses face à la maladie dans la voie de la magie sous ses différentes formes. Des épidémies comme la peste ou même le sida ont été interprétées en termes de châtiment divin et leur traitement incluait des rituels de purification. Dans certaines régions africaines, par exemple, on pense que l'on peut soigner soi-même son sida en ayant des relations sexuelles avec une vierge. Rien d'étonnant à ce que cette quête d'une puissance supérieure qui nous prendrait en charge commence au moment même où nous revendiquons avec tant d'insistance notre liberté de choisir. Quand nous sommes angoissés, et tout choix implique un élément d'angoisse, lequel, de façon surprenante, ne concerne pas ce que nous gagnerons par un acte de foi, mais plutôt ce que nous risquons de perdre, mais nous reviendrons sur ce point dans les prochains chapitres. Nous cherchons souvent quelqu'un ou quelque chose qui prenne la direction des opérations. Nous pouvons ainsi décider de consulter un responsable religieux, un gourou de la santé ou même un astrologue dans l'espoir d'apaiser notre angoisse. S'appuyant sur la mise en évidence du fait que le stress causé par l'incertitude est en soi un danger, le ministre de la Santé du Canada a apporté plusieurs changements radicaux au système de soins. Pour commencer, il a décidé de réorganiser les listes d'attente à l'hôpital après une étude qui démontrait que les services de direction des hôpitaux ne devraient pas laisser aux médecins le soin de gérer le planning des interventions chirurgicales. Il s'avérait que ces derniers avaient tendance à l'organiser dans leur propre intérêt. C'est-à-dire qu'ils s'arrangeaient pour qu'ils restent chargés afin de s'assurer à long terme d'un programme complet d'opérations. Et après tout, une liste d'attente kilométrique est le signe qu'on est désirable. Du point de vue du patient, cependant, elle peut faire naître une certaine panique. Les études montraient que quand les patients croyaient qu'ils n'auraient pas la chance, à moins d'un passe-droit, d'être traités suffisamment tôt, leurs symptômes empireraient. Si les patients savaient que le système était équitable, que les listes d'attente étaient gérées honnêtement et rigoureusement, sauf dans les cas d'urgence absolue, ils étaient capables d'attendre sans que leurs symptômes s'aggravent. Et quand les patients étaient sûrs de bénéficier de contrôles réguliers, de consultations avant l'opération et d'une réponse prompte quand leur état de santé se dégradait, les ravages causés par l'angoisse pouvaient être réduits au minimum. En réponse à ces découvertes, le gouvernement canadien a créé localement des services indépendants pour organiser des listes d'attente et les rendre consultables sur Internet. Le bien-être des patients a augmenté de façon significative. Les Canadiens se sont aussi rendus compte qu'un système de santé publique efficace pouvait être une source de fierté nationale. Enfin, les dirigeants canadiens ont su convaincre le monde des affaires que le système de santé publique contribuait à augmenter leurs profits. Cette politique est aux antipodes de ce qui se passe aux États-Unis, où les entreprises privées dépensent des sommes énormes pour les assurances santé de leurs employés et où les gens changent souvent de job en fonction des avantages offerts par les entreprises dans ce domaine. Aux États-Unis, où l'opposition au système de santé universel continue à préconiser la privatisation, la possibilité de choisir parmi les soins de santé a ainsi introduit un niveau considérable d'angoisse dans la vie de la plupart des gens. L'autre est le choix. Comment expliquer que la simple réorganisation des processus d'attente puisse réduire l'angoisse? Et pourquoi est-ce un fait que quand quelqu'un semble être aux manettes ou qu'une autorité, un coach par exemple, nous dit quoi choisir, nous nous sentons soudain mieux? La perception de ce qui est un choix varie selon le milieu d'appartenance. La façon dont les individus se décident est influencée non seulement par ce que les autres font, mais aussi par le sens conféré au choix dans la société en général. La psychanalyse lacanienne a introduit le terme d'autre, le grand autre, pour désigner le langage, les institutions et la culture, tout ce qui forge collectivement l'espace social dans lequel nous vivons. Cet espace nous définit tout au long de notre vie et nous en avons souvent notre propre perception en le dessinant comme quelque chose de plutôt cohérent et plein de symboles, une représentation que nous partageons avec les personnes issues du même milieu social. Notre perception de ce qu'est l'autre et comment il fonctionne se modifie pourtant au fil du temps. Nous nous plaignons de ces contradictions et développons 1001 hypothèses fantasmagoriques sur ce qui pêche. Quand les gens se plaignent de ce que la société contemporaine les oblige à faire, des choix, alors qu'ils préféreraient qu'un autre les fasse à leur place, par exemple leur fournisseur d'électricité, ils sont souvent saisis par l'angoisse que de deux choses l'une, soit personne ne contrôle rien, soit les décisions ont déjà été prises par quelques entités globalisantes comme une multinationale. En d'autres termes, l'autre est un casse-tête. Les lacaniens pensent que l'autre n'existe pas. Loin d'être cohérent, l'ordre symbolique dans lequel nous vivons est remarquable par ses trous. Il est sans substance.
Mais l'observation la plus importante de Lacan est que, sans exister pour autant, l'autre fonctionne comme s'il existait dans la mesure où la foi qu'on a en lui est un élément essentiel de la façon dont on comprend la vie. Afin d'assurer à notre identité une stabilité au moins provisoire, nous créons un scénario fantastique sur la cohérence de la sphère sociale où nous évoluons. L'acte de choisir est une épreuve précisément parce qu'il n'existe rien comme un autre qui nous regarde. Faire un choix est toujours un acte de foi. Quand nous tâchons de nous contenter de mécanismes autocontraignants, nous ne faisons que choisir un autre. Nous inventons une structure symbolique qui nous délivre de l'angoisse du choix. Il en va de même quand nous faisons crédit à des horoscopes ou à un homme politique charismatique ou à un Dieu qui surveille toutes nos actions. Mais la seule existence de l'autre est toujours notre choix, notre fantasme. Et en lui donnant la vie, nous choisissons l'option de ne pas choisir, c'est-à-dire que nos choix soient faits à notre place. L'expérience de l'autre peut prendre des formes variées. Au névrosé, il inspire force doute, incertitude et récrimination, alors que les psychotiques peuvent le voir comme une menace et croient qu'ils sont harcelés par des voix ou traqués par une présence invisible. Une femme névrosée pourra se plaindre constamment qu'il n'y a pas de responsable, que son patron est un imposteur, que son mari est impuissant, que les politiciens sont corrompus, qu'il n'y a pas d'autorité qui assure la cohésion et l'unité de la société. Ce qui inquiète le névrosé, c'est qu'il n'y ait aucun responsable ou que les autorisées soient impuissantes. En revanche, le psychotique se plaindra du pouvoir menaçant de l'autorité. Il peut affirmer que son patron le poursuit et lui vole ses idées, que Dieu communique avec lui et lui envoie des messages secrets, que les politiciens conspirent contre lui et menacent son existence même. Les névrosés souffrent de ce que l'autre n'existe pas comme une entité assez cohérente et puissante. Pour répondre à ce manque de répondants, ils s'engagent souvent dans une étrange partie où il s'agit de rechercher un maître qui semble être responsable, tout en s'employant à secouer le joug de son autorité. Les psychotiques, en revanche, n'ont pas ce genre de soucis. Ils sont souvent pure certitude, et leur conception de ce qu'est l'autre est bien arrêtée, un regard menaçant ou une voix lancinante. Le psychotique, sous l'emprise d'une telle projection, semble se tenir à l'extérieur de l'espace social en tant qu'il vit l'autre comme une entité matérielle qui exerce une puissance particulière sur lui et sur lui seul. C'est ici l'occasion de mentionner un récent débat sur les modalités du changement de notre perception de l'autre. Est-il la conséquence d'une modification des mécanismes du capitalisme ou bien le produit du déclin des grands récits, complètement détrônés ces dernières décennies, de l'affaiblissement de l'autorité de l'État, de l'Église et de la nation? Ce changement est-il à l'origine de notre difficulté marquée à faire des choix? Et s'il s'avérait que notre idéologie dominante du choix n'était qu'un aspect du changement le plus global de l'autre, comment celui-ci affecterait-il l'individu? Il y a 10 ans, le théoricien du droit Pierre Legendre prévoyait la catastrophe. Nous ne comprenons pas que le droit, notion propre à l'univers de traditions européennes, soit au cœur de la culture ultramoderne et puisse comporter une sorte de noyau atomique dont la désintégration fait courir aux nouvelles générations le risque d'être confrontées à l'anéantissement symbolique. Se référant à la psychanalyse, Legendre rappelle que l'entrée d'un sujet dans le langage implique un acte de séparation. Cette séparation peut d'abord s'entendre comme celle de l'enfant par rapport à la première personne qui lui aura dispensé des soins, d'ordinaire la mère, mais elle implique aussi une intériorisation de l'interdit à travers le langage, en d'autres termes, la transmission culturelle de la loi. Parallèlement, la séparation suppose l'écart, la représentation d'un vide, l'intégration tant par la société que par le sujet de la catégorie de la négativité. C'est dans ce contexte que l'on s'est enquis de savoir si la société occidentale avait renoncé à introduire le sujet dans l'institution de la limite, et en même temps renoncé à la catégorie de la négativité, tout en créant une idéologie qui met le sujet sous la pression constante du devoir de jouir pour apaiser l'inquiétude née du sentiment que quelque chose pourrait manquer à sa vie. Quel sens cela a-t-il que des auteurs comme Legendre affirment que nous vivons dans un monde sans limite, que des psychanalystes avancent l'hypothèse que de plus en plus de personnes vivent sans intérioriser les interdits sociaux, ou que des sociologues soutiennent qu'un sentiment d'insécurité et de détresse se développe chez les gens pour la seule et bonne raison qu'ils ont bien trop de choix dans leur vie. Vivons-nous réellement dans un monde sans limite ? Avant de tenter de répondre à cette question, il nous faut expliquer ce que nous voulons dire par ce terme.
Une des pierres angulaires de la théorie lacanienne est l'idée qu'en apprenant à parler, nous passons par l'épreuve de la castration symbolique et que nous restons pour toujours marqués par un manque. L'agent de la castration est le langage lui-même. Quand nous devenons des êtres parlants, quelque chose de radical change pour nous. Les actes naturels deviennent bien plus compliqués et notre existence en soi paraît orpheline des délices d'une espèce de jouissance primordiale ou prélinguistique. Nous ressentons soudain la nécessité d'utiliser le langage pour gérer nos besoins et aussitôt après, il nous faut aussi gérer des désirs et des envies qui n'ont aucun soubassement dans la biologie, mais qui n'en affectent pas moins radicalement notre bien-être. Le langage et la culture que nous rencontrons quand nous venons au monde deviennent bientôt non seulement des moyens d'élargir nos horizons, mais aussi un espace interdit et de limite à ce qui était au début des élans toujours naturels. Un des interdits que nous rencontrons est celui des liens étroits, inceste, avec la première personne qui nous a dispensé des soins. Dans un contexte patriarcal, cet interdit est souvent transmis via le père. Mais l'interdit ne naît pas d'un simple non empêchant la relation étroite entre une mère et son enfant. Pour qu'il soit inculqué à l'enfant, il n'est pas mal nécessaire que le père soit personnellement présent, dans la mesure où ce qui est essentiel, c'est la façon dont l'interdit fait partie du discours même de la mère, ou à un autre dispensateur de soins, adresse à l'enfant. C'est pourquoi Lacan, pour parler de la loi symbolique, utilise la formule du nom du père. Le manque qui marque l'individu, tout perçu qu'il est comme la perte d'une jouissance essentielle, est en réalité une pierre angulaire de la subjectivité. C'est parce que l'individu est marqué par un manque qu'il essaie constamment de récupérer l'objet qui, à ses yeux, incarne la jouissance perdue. Le moteur qui maintient le désir vivant n'est donc autre que le fait même d'être marqué par un manque. Aussi sommes-nous constamment à la recherche de la chose dont nous espérons qu'elle nous comblera, que ce soit un conjoint, un enfant ou un simple article de consommation. Inversement, nos choix nous laissent souvent un goût amer d'insatisfaction profonde. En même temps, cependant, nous avons souvent l'impression que les autres connaissent la jouissance que nous recherchons, ce qui en retour éveille en nous de l'envie ou de la jalousie. Face à ce manque, l'individu se heurte à un autre ensemble de problèmes, l'autre lui-même. Après tout, manque à l'appel. L'ordre symbolique dans le social est lui aussi incohérent. Tout le monde est également marqué par le manque. Il n'y a donc pas d'autre cohérent qui puisse être en mesure d'apaiser l'individu et de lui donner une réponse à la question de savoir quelle sorte d'objet il est pour cet autre. Par conséquent, l'individu se retrouve constamment en train d'interpréter, de lire entre les lignes de ce que les autres disent et d'essayer de deviner la signification de ce qu'ils font. Une des questions les plus génératrices d'angoisse pour l'individu est bien celle de savoir comment il apparaît dans le désir de l'autre. Voilà définies dans leurs grandes lignes les inquiétudes ordinaires qui nous rongent par rapport au manque qui marque à la fois nous-mêmes et l'ordre symbolique social. Mais peut-on observer quelques changements dans l'actuel capitalisme ? Au début des années 1970, Lacan a avancé qu'une société capitaliste développée induit les gens à envisager le monde social d'une façon fort singulière. Dans ce discours capitaliste, nous en sommes venus à nous considérer comme des maîtres. Nous croyons non seulement que nous sommes responsables de nous-mêmes, mais aussi que nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, recouvrer notre jouissance perdue. Quel est le sens de cette puissance inédite et quelle est sa portée ? D'abord, nous ne serions plus dépendants de notre histoire ou de notre généalogie, mais libres de tous les marqueurs reconnus. Nous estimons pouvoir choisir non seulement les objets qui nous combleront, mais l'ensemble de l'orientation de notre vie. En d'autres termes, nous choisissons notre moi singulier. En second lieu, nous nous comportons comme si nous pouvions, à condition de faire les bons choix, nous rapprocher réellement de cette jouissance enfouie pour toujours. L'idée fait donc son chemin que le sujet est un être tout-puissant qui est capable de diriger sa vie de la façon dont il le désire et de localiser les objets de désir et la jouissance qui les accompagnent pour sa satisfaction ultime. Le bonheur apparaît donc comme circulant à l'intérieur de notre groupe social, tel qu'il dépend de nous de faire tout ce qui est humainement possible pour le saisir. Lacan se demandait si ce discours capitaliste représente un rejet, une forclusion de la castration. Il y a forclusion quand une société abandonne toute limite pour s'ouvrir un chemin vers une jouissance illimitée. Il n'y a plus de père symbolique pour établir la loi. Le désir forcené d'une jouissance à tout prix conduit à toutes sortes de manies et d'excès toxiques. Alcool, drogue, shopping, addiction au travail,
Le capitalisme libère l'esclave et fait de lui un consommateur, mais la consommation illimitée trouvera un point final dans la consommation du consommateur par lui-même. Ce raisonnement pessimiste a suscité un débat sur les effets éventuels du capitalisme sur la nature de la subjectivité. Les sociétés capitalistes développées manifestent-elles de nouveaux symptômes psychologiques ? Le changement radical dans la nature même de l'interdit social et dans notre perception de l'ordre symbolique a-t-il contribué à un accroissement des niveaux de psychose dans les sociétés capitalistes développées ? Comment l'autre a-t-il changé ? Pour le psychanalyste français Charles Mellman, le changement dans la perception actuelle de l'autre est lié à l'affirmation que le monde aurait une organisation rationnelle. Il soutient que la croyance en un monde rationnel prévient quelquefois toute possibilité de penser l'autre, ainsi que d'imaginer l'imprévisibilité foncière du monde et l'absence d'un projet grandiose qui lui donne une cohésion. Il y a plus de 10 ans, 2 autres psychanalystes français, Jacques-Alain Miller et Éric Laurent, émirent l'hypothèse qu'il y avait plus de grands autres et en voulurent pour preuve la manie de former des comités d'éthique. Selon eux, le progrès scientifique a posé autant de questions qu'il a donné de réponses et nous ne créditons plus aucune autorité de la capacité à nous fournir ces réponses. Nous créons donc des structures temporaires au coup par coup, par exemple des comités d'éthique conçus pour nous aider à gérer l'incohérence de l'autre. Et ces entités apportent toujours leurs propres contradictions. Mais avons-nous vraiment besoin de nous inquiéter de ce que la structure de l'ordre social dans lequel nous vivons aurait changé ? Pour le philosophe français Dany Robert Dufour, la réponse est oui. Retraçant l'histoire de notre perception de l'autre et prenant pour point de départ de sa réflexion l'hypothèse de Freud que chaque culture travaille à sa façon à la formation des sujets en les marquant d'une empreinte spécifique qui leur permet d'affronter la question jamais réglée de leur origine, Dufour prétend que c'est pourquoi on le peint, l'autre, on le chante, on lui prête une figure, une voix, on le met en scène, on lui donne une représentation et même une supra-représentation, y compris sous la forme d'un irreprésentable. En supportant pour nous ce que nous ne pouvons supporter, l'autre nous procure le sol sur lequel nous sommes formés. Voilà pourquoi notre histoire est toujours l'histoire de l'autre, ou plus précisément l'histoire des figures de l'autre. Dufour, en outre, fait remarquer que le sujet est toujours sujet de l'autre, ce qui, par le passé, a pris la forme d'une suite d'assujettissements à des figures qui se sont succédées en la position de grands sujets ou autres, depuis Dieu ou le roi jusqu'aux forces de la physis, nature, et au peuple dans la République. Au cours de l'histoire de l'Occident, la distance entre le sujet individuel et ce grand sujet s'est amenuisée. Dufour fait remonter au début des Lumières le moment où l'individu est devenu autoréférentiel. À ce tournant, le sujet a cessé de se référer à un être extérieur, Dieu, pays ou sang, pour confirmer son existence, devenant en quelque sorte son propre point d'origine. Avec la modernité, une pluralité de grands sujets a émergé. Cela est lié au déclin du pouvoir de l'Église et à la vaste expansion du progrès scientifique. Parallèlement à ça, le sujet humain s'est de plus en plus décentré à ses propres yeux. Dufour conclut que dans la postmodernité, il n'y a plus de grand autre symbolique, cette entité incomplète qui constitue une autorité à laquelle le sujet peut adresser une demande, poser une question ou adresser une objection. Dans une telle société, c'est le marché qui devient l'autre. Suivant Walter Benjamin, qui prédisait que le capitalisme opérerait comme une nouvelle forme de religion, certains aujourd'hui disent que le marché est devenu Dieu. Jusqu'à la récente crise financière, toute personne qui s'opposait au dogme du libéralisme économique était accusée d'hérésie. Le sujet humain est aujourd'hui en permanence décentré. L'espace symbolique autour de lui est toujours plus anomique et diffus. De là vient que les débats de la postmodernité se sont concentrés sur la disparition des grands récits et des autorités fiables. Dans la nouvelle étape de l'individualisme à laquelle nous sommes dorénavant parvenus, le sujet se perçoit de plus en plus comme créateur de lui-même. Les problèmes du capitalisme tardif. De toute évidence, notre perception de nous-mêmes a changé, de même que notre perception de l'autre. Mais sommes-nous pour autant fondés à dire que la tendance à encourager l'autocréation a contribué à l'envolée des problèmes psychologiques et en particulier à l'accroissement de psychoses, comme certains psychanalystes le prétendent ? La psychanalyse lacanienne définit comme psychotiques ceux qui n'observent pas les mêmes interdits sociaux que la majorité. Dans l'éducation d'un psychotique, ce qu'on appelle le nom du père, la loi symbolique sociale a été forclos
et la castration n'a pas été opérative. Les psychotiques ont leur propre vision de la réalité et selon la célèbre formule de Freud, ils ne sont pas prêts de renoncer à quoi que ce soit pour pouvoir faire partie de la société. Les psychanalystes français affirment ces temps-ci qu'ils ont à traiter de plus en plus de cas de psychose non déclenchée. Ces patients ne présentent pas de délire qui caractérise normalement la psychose. À côté de la notion de trouble de la personnalité borderline, ou état limite, que l'on utilise pour décrire ce type de cas, on a exhumé également pour en rendre compte celle des personnalités as if développées par le psychanalyste d'origine polonaise Helen Dutch. Une personnalité as if, littéralement comme si, ne développe pas vraiment une psychose complète comme celle dont souffrait le patient de Freud, le docteur Paul Schreiber, qui était certain d'avoir été changé en femme. Mais elle peut néanmoins montrer des signes d'une structure psychique psychotique sous-jacente. Certains psychanalystes et analystes appellent ce type de cas psychose ordinaire ou psychose blanche. Ce qui distingue ces individus des névrosés, c'est qu'ils ne connaissent pas le doute. Prenons par exemple le cas éloquent d'un patient qui a additionné dans sa vie autant de carrière que de réussite dans celle-ci. Il était encore un tout jeune homme quand il se lia d'amitié avec un avocat dans une entreprise de premier plan. Il devint alors lui-même un avocat à succès. Plus tard, il rencontra un marin dans la rue et entra à sa suite dans la marine marchande. Puis, ayant fait la connaissance d'un homme d'affaires, il se lança peu après à son tour dans les affaires et enchaîna les succès. À la différence de Schreiber, cet homme ne souffrait pas d'une forme délirante de psychose déclenchée par un événement particulier. Au contraire, sa psychose consistait en une série d'identifications réussies dans lesquelles non seulement il entrait en mimétisme avec d'autres personnes, mais il utilisait ces identifications puissantes pour transformer sa vie entière sans connaître manifestement d'angoisse ou de doute quant à ces transformations. À son psychanalyste curieux de comprendre pourquoi, vu ses réussites, il ressentait la nécessité d'entrer en analyse, il répondit simplement « C'est ma femme qui m'a dit de le faire ». Dans l'analyse, il joua le rôle d'un patient très consciencieux, dans la mesure où, dans cette situation, comme dans les précédentes, il essayait de s'identifier avec la personne la plus proche de lui. En 1956, Lacan définit les as-if comme un mécanisme de compensation imaginaire. Les individus dotés d'une telle personnalité sont enclins à imiter. Ils peuvent avoir des problèmes d'identité, perçus comme un entrelac de personnalités multiples ou l'illusion d'avoir des doubles. Une des caractéristiques des psychotiques est qu'ils sont des maniaques de l'imitation, qui se moulent sur un ensemble d'idées puis les abandonnent aussi vite à mesure de leur identification. Très souvent, la psychose demeure latente sans se déclarer jusqu'au moment où la relation avec la figure à laquelle la personne s'identifie fortement périclite. Ainsi, il peut arriver qu'un jeune garçon ne présente aucun signe ouvert de névrose pendant toutes ses années d'école car il développe un lien d'attachement très fort à un ami proche dont il singe le comportement. Mais quand cet ami s'en va, par exemple à l'université dans une autre ville, une crise peut survenir. Le départ de l'ami met fin à l'identification et produit une décompensation psychotique. La structure psychotique était déjà en place chez ce garçon, mais elle ne s'est révélée que par les signes d'hallucination ou de troubles du comportement résultant de l'événement traumatique déclencheur. La décompensation psychotique peut également être provoquée par un changement dans la nature symbolique d'une relation particulière. Dans le cas d'un frère et d'une sœur unis par un lien particulièrement fort, ce fut le mariage de celle-ci. Le fait qu'elle ait pris un nouveau rôle symbolique signifiait que la relation fraternelle avait changé. Cela précipita une crise chez le frère qui dut être hospitalisé après une dépression nerveuse. Prenons encore le cas d'une jeune vedette du sport qui se retrouva en finale d'une compétition internationale majeure. Devenir championne du monde signifierait un changement crucial dans sa situation au sein du groupe d'athlètes auquel elle s'était fortement identifiée. Sa victoire lui conférerait un nouveau statut symbolique dans le groupe et à l'extérieur. Cette jeune fille, incapable d'intégrer psychiquement cette perspective du sport et du divertissement, se retira juste avant le tournoi après avoir développé des hallucinations graves. Pour finir, elle fut hospitalisée. Pouvons-nous dire que le moi moderne a perdu le contact avec la réalité, devenu dans un certain sens illusoire ? Il y a certes des signes patents de la plus grande flexibilité de nos modes d'identification. Les adeptes de jeux de rôle sur Internet se présentent rarement pour ce qu'ils sont, préférant bien des fois changer non seulement de sexe et d'orientation sexuelle, mais aussi d'origine ethnique, de religion et d'âge. Le développement de 1001 fantasmes sur les possibilités d'être quelqu'un d'autre ne présente aucun caractère de nouveauté, mais de nouvelles tendances donnent à penser que quelque chose de plus profond serait en jeu.
Par exemple, dans la tranche des 18-25 en Grande-Bretagne, non seulement il y a de plus de jeunes gens qui rapportent avoir eu des relations bisexuelles, mais ils manifestent une certaine réticence à classer ou catégoriser leur sexualité. La distinction entre homosexuels et hétérosexuels ne semble guère faire sens pour ces jeunes gens quand il s'agit de se définir soi ou les autres. Comme un commentateur l'a remarqué, l'homosexualité est finie. Pourtant, il n'y a aucune commune mesure entre le refus d'entrer dans des catégories et le jeu sur son identité sexuelle, d'une part, et d'autre part, l'illusion de Schreiber qu'il est devenu une femme. Pour Schreiber, sa transformation physique ne faisait aucun doute. Cela n'a rien de comparable non plus avec l'imitation que nous avons décrite dans le cas du patient qui volait de succès en succès, à qui ces transformations ne causaient ni angoisse ni incertitude. Ceux d'entre nous qui passent leur temps à se remettre eux-mêmes sur le métier sont taraudés par le doute et souvent envahis par la peur de l'échec. La différence est énorme entre l'individu qui joue avec ses identifications et le psychotique qui imite d'autres vies, convaincu qu'il incarne quelqu'un qu'il n'est pas. Ce n'est pas la certitude du psychotique que nous trouvons chez la plupart de nos contemporains, mais quelque chose qui ressemble plus à une célébration névrotique de l'indécis. Peu d'éléments permettent de conclure que la société contemporaine serait de plus en plus psychotique. À la différence des psychotiques, la majorité des gens continuent à se préoccuper du regard que les autres posent sur eux et de la façon dont ils doivent interagir avec autrui. C'est peut-être là une des raisons pour lesquelles nous voyons se développer cette passion croissante pour les livres de développement personnel qui expliquent à leurs lecteurs que pour être capable d'avoir des relations enrichissantes, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Pourtant, l'amour de soi n'est pas chose facile. Par une simple recherche sur Amazon, nous apprenons qu'il existe près de 140 000 livres qui se proposent de nous aider à nous aimer, ce qui montre que le travail, sous une forme ou une autre, reste comme toujours un aspect important du capitalisme. Le problème fondamental pourrait être que dans une culture qui met tant d'énergie à encourager l'amour de soi, il paraît de plus en plus difficile d'aimer quelqu'un sans avoir pour autant cessé d'espérer d'être aimé d'autrui.